Bonjour tout le monde, merci pour votre présence ici. Donc, je m'appelle Tom Richevalier, je suis doctorant en économie de l'environnement et je serai la personne qui facilitera la conférence d'aujourd'hui avant de rapidement laisser la discussion aux intervenants qui nous font le plaisir d'être ici. Je peux laisser Corentin passer à la slide sur le... Voilà, parfait. Donc là, c'est la petite slide habituelle pour vous rappeler qu'on est dans une crise environnementale majeure, au cas où vous l'ayez oublié. J'insiste sur l'environnemental pour ne pas me concentrer uniquement sur la question climatique, qui est souvent celle qui fait le plus de bruit dans les médias, mais aussi rappeler des questions liées à la perte de biodiversité, à l'usage des terres, la pollution des océans, etc. Quelques chiffres clés que vous avez peut-être en tête, et peut-être pas, vous me direz. Au rythme actuel, le budget carbone restant de 2 degrés sera épuisé en 2046, celui de 1,5 degré en 2027. 75% de la surface terrestre du globe est sévèrement altérée par les activités humaines, dont 85% de la surface des zones humides. Et une dernière pour la route, l'extraction des ressources naturelles a triplé au cours des 5 dernières décennies. C'est juste quelques exemples des problèmes environnementaux qu'il faut qu'on réduise. Heureusement, il y a des solutions qui existent. Corentin, peux-tu passer, s'il te plaît, à la slide suivante? Cette proposition, du coup, nous vient de notre ministre de la Transition énergétique, que je vais vous lire. On va faire la lumière en pensant qu'on a fait de grosses économies d'énergie et on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Du coup, est-ce que la solution, c'est de sauver le monde un mail à la fois? Non, a priori non. Et heureusement, cette citation a fait beaucoup rire beaucoup de personnes à l'époque où elle était sortie. Mais elle pose une question intéressante qui est celle de la priorisation des actions. Ici, la priorisation qui est mise en place, c'est fermer les lumières ou envoyer les mails. Bon, dans les faits, les deux consomment assez peu d'énergie et ne seraient pas vos priorités si vous voulez agir pour l'environnement, mais la question est posée. Et si du coup on prend au sérieux cette question de la priorisation, vers quoi ça donne? Corentin, je peux te laisser. Merci beaucoup. Idéalement, au niveau individuel, pour prioriser les actions, on aimerait qu'elles soient à la fois utiles et faciles à mettre en place. Pourquoi on veut qu'elles soient faciles à mettre en place? Parce qu'on a des ressources limitées et on ne peut pas tout faire en même temps, que ce soit des ressources économiques, que ce soit des ressources en termes de motivation si on part à niveau individuel, que ce soit des ressources en temps, elles sont limitées. Donc, plus elles sont faciles, plus on a des chances de les mettre en place, plus elles sont atteignables. Et utiles, parce qu'évidemment, éteindre la lumière, c'est facile, mais ça ne va pas suffire à empêcher le changement climatique, de même que faire pipi sous la douche. On peut aussi poser la question de manière autrement, de manière un peu plus économique, et la formuler en termes soit d'impact et de faible coût. C'est ce qu'on appelle un rapport coût-efficacité. C'est-à-dire que du coup, on veut maximiser les actions qui ont à la fois un fort impact et un faible coût. Ce qui est un peu la même logique. Corentin, je peux laisser. Merci beaucoup. Mais donc pour ça, pour identifier les actions qui sont à la fois les plus utiles et celles qui ont le plus d'impact, on ne peut pas juste se fier à notre intuition, qui est souvent assez mauvaise et insuffisante. On a besoin d'outils pour agir et pour mieux comprendre. Hop, cette suivante. Je pense que du coup, on a déjà dû pas mal vous rabâcher avec ces outils depuis le début de la journée, qui est le cadre ITN en anglais, je crois qu'on dit AN en français, qui est le cadre ampleur, potentiel d'amélioration, cadre négligé. Donc si on fait l'effort de comprendre ça dans le contexte environnemental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut à la fois dire qu'on peut estimer que les crises environnementales répondent à ces 3 critères, donc elles sont à la fois importantes, qu'il est possible d'agir sur ces problèmes et qu'elles sont relativement négligées, mais on peut aussi se dire que dans les causes environnementales, certains moyens d'action peuvent être plus ignorés que d'autres, alors qu'ils ont un plus fort potentiel d'impact. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui de nos échanges, c'est de réfléchir un peu à comment on peut essayer d'utiliser les outils de l'altruisme efficace ou une approche inspirée de celle de l'altruisme efficace pour réfléchir aux questions environnementales et donc, idéalement, être en mesure de mieux les traiter et contribuer à la résolution des problèmes majeurs qu'on a pu évoquer au tout début. Et pour ça, on a 3 invités. Corentin, je te mettre la slide finale, s'il te plaît, qui vont chacun se présenter à leur tour, donc je ne vais pas parler pour eux, mais qu'on sera heureux d'écouter dans l'ordre que vous voyez sur les slides. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à identifier précisément un invité auquel vous voulez poser la question, ou quand de façon générale, vous pouvez les poser à tout le monde, et après on se déroulera entre nous. Sur ce, je laisse la parole à Corentin. Merci pour votre attention.
Eh bien, merci Tom pour la présentation. Et je vais effectivement présenter un peu comment j'ai fait une transition de d'abord axée sur les actions individuelles pour l'environnement vers l'action collective. Donc, je suis l'auteur des ateliers Écologie efficace d'Altruisme efficace France. J'ai coécrit le livre Agir pour un monde durable. Je suis chercheur et également je travaille sur les questions de développement durable. Donc, tout d'abord, comme l'a dit Tom, le problème est grave. Il y a beaucoup de vies humaines et non humaines qui sont en jeu et qui vont être affectées dans les décennies à venir. Et généralement, qu'est-ce qu'on nous propose comme solution? On va nous dire de changer les ampoules, recycler, utiliser des sacs Kabar. Et en fait, dans les sondages sur les actions pour l'écologie, c'est souvent ce que les gens ils ont en tête. Ils disent oh bah c'est bon, je recycle, je fais ma part. Et alors évidemment, moi c'est les actions que je fais, mais on sent quand même que c'est pas exactement à la hauteur du problème. Et ça, c'est un souci majeur dans l'environnement. Il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont proposées et qui font peut-être concurrence aux autres et qui sont prometteux sur le papier et qui ont au final un impact relativement faible. Donc moi, un sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est celui de l'élevage d'insectes. On a beaucoup mis en avant les insectes comme une solution pour le futur de l'alimentation qui sera durable, que vraiment ça résoudrait plein de problèmes. Il y a eu 1 milliard d'euros de financement en France, dont des centaines de millions d'argent public. Et qui ici mange des insectes au moins une fois par semaine ? Ok, je vois pas beaucoup de mains se lever, à peu près zéro. Et en fait, oui, évidemment, il y a des problèmes d'acceptabilité qui étaient assez prévisibles, mais même au niveau de l'alimentation animale, j'ai pu voir que les croquettes pour chiens et chats à base d'insectes émettent 2 à 10 fois plus de gaz à effet de serre que les croquettes conventionnelles. Donc, voilà, pour quelque chose qui était censé être plus durable, on voit quand même qu'il y a des soucis. Mais revenons maintenant aux questions de changer d'ampoule zéro déchet. Donc, ce graphe indique les réductions de gaz à effet de serre induites par différents gestes individuels. Voilà, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce graphe. Et donc, on peut déjà voir, voilà, réduire les déchets, changer les ampoules, réduction en tonnes de CO2 par personne par an. Donc, c'est vraiment accès climat. Et on voit que c'est pas les actions les plus à plus fort impact parce que c'est plutôt elles qui ont beaucoup d'impact. Ce qu'on retrouve, c'est notamment donc tout ce qui est réduire les trajets, donc limiter l'avion, qui est sous-estimé peut-être ici parce que c'est une moyenne, la mobilité douce, type covoiturage vélo, qui, bon, évidemment, quand on est en campagne, c'est peut-être plus difficile, mais un qui sort vraiment du lot, l'alimentation plus végétale, donc végétarienne même, d'après le graphe, mais pour beaucoup de personnes, c'est peut-être difficile, donc déjà réduire à 1 fois par semaine, c'est déjà une bonne progression. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ok, quelle est un peu l'action que je peux faire qui vraiment a le plus d'impact, ou au moins le top 3, et je vois ça, je me dis, ok, il y a vraiment un bon potentiel. Donc, j'ai creusé un peu, et il se trouve qu'il y a un potentiel incroyable là-dedans. Donc, le rapport du GIEC, le dernier, estimait que le plus grand potentiel par transition, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, viendrait du passage à des régimes tournés vers les protéines végétales. Et ça, c'est lié au fait que l'élevage, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, entre 15 et 25%, ça dépend des estimations. Mais c'est quelque chose déjà de considérable. Et si on prend les scénarios de neutralité carbone de l'ADEME, donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, donc vraiment qui fait partie de l'État, ils estiment dans leurs scénarios les plus crédibles qu'il faudrait réduire de 30 à 70% notre consommation de viande, et que plus les changements technologiques auront du mal à réduire notre empreinte carbone, plus ce sera un levier important à activer. Donc, ça reste pour l'instant relativement négligé du côté politique publique au vu du potentiel, mais il y a quand même des progrès notables. Par exemple, le Crous, les restaurants universitaires, et ils ont décidé d'adopter 50% de repas végétariens d'ici 2030, donc ce qui est quand même énorme pour un organe aussi gros. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le climat que ça affectait. Ça affectait énormément de domaines environnementaux à chaque fois. Il y avait la biodiversité terrestre qui était beaucoup touchée, parce que l'élevage, c'est 77% des terres agricoles, mais pour seulement 18% des calories et 37% des protéines. La raison derrière, c'est relativement simple, c'est que on fait pousser du soja, du maïs pour nourrir les animaux d'élevage, puis ensuite qu'on nourrit, on donne ces animaux d'élevage aux humains, ce qui est quand même beaucoup moins efficace que de juste faire pousser les plantes et les manger nous-mêmes. Et c'est
un des facteurs qui fait que la consommation de viande est le premier facteur de déforestation, donc au moins 40%, hein, ce qui vraiment, notamment en Amazonie, c'est la première cause, mais c'est la première cause de manière générale devant l'huile de palme. Et sur les océans, la biodiversité marine a également un gros impact, hein, parce que la pêche est de loin la plus grande cause de destruction des océans, notamment par exemple le chalutage, avec 2000 milliards de poissons tués chaque année, ce qui est un nombre gigantesque. Et c'est loin devant le plastique, genre, je sais pas, on pense aux tortues qui s'étouffent avec des pailles. En fait, il se trouve qu'une large partie de la pollution plastique dans l'océan, c'est le matériel de pêche abandonné, étonnamment, notamment dans la grande décharge du Pacifique. Et enfin, il se trouve que c'est aussi une cause majeure de pandémie. Donc là, je parle de l'élevage à très très grande échelle. Je ne parle pas de quelques modèles peut-être optimisés à faible échelle, mais notamment sur l'élevage intensif, il y a beaucoup de transferts de maladies parce que les animaux sont extrêmement confinés. Donc c'est un terrain idéal pour les maladies comme par exemple les grippes aviaires. Et enfin, il y a cette citation de l'Organisation mondiale de la santé qui estime qu'un régime végétarien est non seulement plus sain, mais aussi plus favorable à l'environnement avec moins de risque de cancer. Donc, il y a des questions de santé publique, de biodiversité, de consommation d'eau que je n'ai pas abordée, de climat et bien sûr de réduction de la souffrance animale. Mais maintenant, d'accord, ok, moi j'ai changé mon comportement personnel après tout ça, mais il y a quand même je sentais qu'il y avait un peu des limites, hein, parce que ça restait limité à juste moi, mon action individuelle. Et comment passer à l'échelle au-dessus parce que le souci, c'est que vraiment, si on veut avoir beaucoup d'impact pour l'environnement, ce qui a le plus d'impact, c'est vraiment changer les réglementations, changer la technologie. Parce qu'on change quelque chose là-dedans, ça affecte directement des millions de personnes. Et l'environnement autour de nous, forcément, ça affecte une grande partie de ce qu'on fait. Hein. Voilà, ce qu'on a le droit d'acheter, ce qu'on a le droit les normes des entreprises, par exemple, tout ça. Sauf que, changer la loi, moi, j'ai pas le réseau, j'ai pas les compétences pour ça. J'ai progressé, mais il y a 2 ans, j'avais clairement pas les compétences pour ça. Je pouvais pas appeler la présidente de la Commission européenne, lui dire salut Ursula, est-ce que tu peux changer les politiques publiques pour l'environnement STP? Et alors, si vous faites ça, ça ne marche pas. Ça, je confirme. Mais du coup, ce que j'ai fait à la place, en fait, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas les compétences pour quelque chose. J'ai soutenu des professionnels qui savaient comment faire, notamment par le biais de dons, parce que ça peut être des associations à fort impact qui savent comment parler aux politiques, comment faire du plaidoyer, comment faire avancer les choses. Et une organisation que j'aime beaucoup, c'est The Good Food Institute, qui agit pour mettre en avant les protéines alternatives qui peuvent faire substituer à la viande, qui sont bonnes gustativement, bonnes nutritivement, que les gens ont envie d'adopter. Et eux, ils font du plaidoyer pour avoir plus de financement, plus de recherche dans ce domaine qui a quand même fait un grand chemin. Là, je vais dans n'importe quel Burger King. Le burger, par défaut, c'est un burger veggie qui a beaucoup moins d'impact environnemental. Donc, direct, on voit que par rapport à il y a 15 ans, il n'y a rien à voir. Mais voilà, je vais laisser Mieudonné plutôt aborder ce sujet. Je vous dis que ça reste une large partie de l'impact positif que j'ai pu avoir, hein, c'est soutenir des organisations comme ça qui sont plus compétentes que moi. Hein. Et évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire autrement au niveau de l'environnement. Il y a faire du bénévolat, il y a faire du changement de carrière, ce que j'ai fait personnellement, hein, et notamment acquérir ses compétences soi-même pour faire changer les choses. Voilà, par exemple, sur les protéines alternatives, il y a cette plateforme altprotein.jobs qui vraiment fournit des ressources sur un transition au niveau carrière. Mais je vais laisser la place aux autres intervenants. Et n'oubliez pas que ce qui change le monde, ce ne sont pas vos opinions, mais c'est votre exemple. Merci à tous et vous pouvez retrouver les données sur la page environnement de Altruisme Efficace France que j'ai aidé à rédiger. Merci Tom pour l'introduction, merci Corentin pour la présentation et merci à vous d'écouter cette conférence et d'avoir un intérêt pour ces sujets. Donc, je vais parler d'abord un peu de vos perceptions, des faits autour de ces sujets. Je vais aussi faire une seconde dose derrière le point de Corentin sur les actions qu'on peut prendre et parler des variations d'impact et de comment on peut identifier les associations les plus efficaces. Mais d'abord, on va faire un petit jeu, une petite question. Je vais vous demander
si est-ce que les autres se préoccupent vraiment du dérèglement climatique. Et pour ça, on va faire ça en 3 questions. La première, c'est à votre avis, quel est le pourcentage de la population mondiale qui se préoccupe du dérèglement climatique? Et par préoccupe, je veux dire vraiment, ils savent que le changement climatique existe, ils savent qu'il est causé par l'homme, et ils savent qu'il y a besoin de prendre des actions urgentes par rapport à ça. Et maintenant, je vais inviter toutes les personnes dans la salle à lever la main. Vous pouvez y aller, levez tous vos mains en l'air, bien haut. OK. Choisissez votre pourcentage que vous avez en tête, de pourcentage de la population qui se préoccupe du dérèglement climatique. Et si vous pensez que c'est moins de 1%, vous pouvez baisser la main. OK. Si vous pensez que c'est moins de 2%, baissez la main. 5%, 10%, 20%. OK, je pense qu'on est passé à la moitié. 50%, 75%. Il ne reste plus beaucoup de mains. 99%. OK. Je pense que c'était moins de 20% pour la majorité d'entre vous. Nouvelle question. Quel pourcentage de la population soutient des changements politiques à l'échelle mondiale pour lutter contre le dérèglement climatique? Et je parle de choses comme, par exemple, la taxe carbone. Je parle de choses comme des investissements dans les énergies renouvelables. C'est parti. Rebelote. Vos mains en l'air. Choisissez votre pourcentage. Vous ne faites pas influencer par les autres. Si vous pensez que c'est moins d'1%, baissez la main. 2%. 5%. Ça descend plus vite. 10%. 20%. 50%. 75%. 99%. OK. OK, là, on était plus proche de 10%. Et la dernière question, quel pourcentage de la population se disent prête à donner 1% de leurs revenus pour lutter contre le dérèglement climatique? C'est reparti. 1%. OK. 2%. 5%. 10%. 20%. 50%. Qui dit mieux? 75%. OK. Très bien. Donc, on était environ à 20% pour la première question, à 10% pour la deuxième et à 2% pour la dernière. Maintenant, regardons les chiffres. Il y a une enquête qui a été faite sur plusieurs dizaines de milliers de personnes dans 100 pays différents en posant ces questions-là. Donc, c'est du déclaratif, mais on voit que 86% des gens se préoccupent du dérèglement climatique, 72% sont pour des politiques plus favorables et que 69%, plus de 2 tiers, se disent prêts à donner 1% de leurs revenus pour lutter contre le dérèglement climatique. Là, on voit qu'il y a un petit décalage avec ce que les gens pensent dans la salle, alors qu'on est potentiellement parmi les personnes qui sont bien renseignées sur les sujets. Et c'est lié à plusieurs faits. Il y a le fait qu'on a un optimisme à l'échelle individuelle. Pensez que moi, je suis génial. Et un pessimisme à l'échelle sociale. Typiquement, c'est que 80% des gens pensent être des meilleurs conducteurs que la moyenne, enfin que la médiane. Et ça ne marche pas très bien mathématiquement parlant. D'ailleurs, ces biais, c'est aussi partagé par les politiques qui, des fois, sont absolument pas ambitieux ou ambitieuses, simplement parce qu'elles supposent que les autres personnes ne se préoccupent pas sur ce sujet, alors qu'il y a l'air d'avoir des chiffres assez différents. Et il y a aussi, vu que les gens parlent toujours de sensibilisation, d'expliquer que le changement climatique existe, et qu'on parle toujours des problèmes et très peu de solutions actionnables, des fois, ça donne pas très envie de se renseigner, ça peut juste créer de l'anxiété et ça n'aide pas à avancer le problème. Et donc maintenant, Corentin a déjà abordé la question de quelles sont les actions individuelles les plus efficaces sur le climat. Et on a vu qu'il y a un décalage entre ce que les gens pensent efficace et ce qui est réellement efficace. Et il y a une citation du livre de Ambition morale de Rutger Bregman que je trouve assez parlante et qui personnellement m'a touché au cœur. Donc je vais vous la lire. Dans certains milieux, l'idéal suprême semble être de ne pas avoir d'impact du tout. Une vie bien vécue se définit alors principalement à l'aune de ce que l'on ne fait pas. Pas d'avion, pas de viande, pas d'enfants et surtout pas de paille en plastique. Moins, toujours moins. L'objectif est d'avoir l'empreinte environnementale la plus faible possible en cultivant un potager à côté de sa tiny house. Dans le meilleur des cas, les traces que vous laissez sont si minimes que vous pourriez tout aussi bien ne pas avoir existé. Cette phrase, personnellement, je m'y reconnais assez bien sur mon moi d'il y a quelques années. Je reconnais aussi beaucoup de mes proches, de mes amis qui ont un intérêt pour le changement climatique. Et c'est peut-être pas très ambitieux, quoi. Peut-être qu'on peut chercher de faire plus loin que juste ne pas avoir existé. Et comme disait Corentin, des fois, on peut, au lieu de se contenter de juste nous-mêmes, on peut voir si nos ressources ne peuvent pas permettre des changements systémiques beaucoup plus grands. Et là, par exemple, c'est une représentation de quel est l'impact de 50 € de dons par mois sur les associations les plus efficaces. Donc ça, c'est à l'instant T, actuellement, dans la réalité des choses, si vous le faites, ça a bien plus d'impact.
Et il y a encore d'autres leviers qui existent. Donc, nous, on se concentre sur le sujet des dons, mais il y a la question du vote, des discussions qu'on a, l'influence qu'on a autour de nos proches, du militantisme, de s'engager dans la politique, ou pourquoi pas même de dédier sa carrière sur les sujets de l'environnement ou de l'écologie les plus efficaces. Donc là, on voit qu'il y a un gros décalage parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des ressources sur le sujet, prendre conscience du sujet, alors que le problème, ça va plutôt être qu'on n'a pas connaissance de ce qui est efficace ou simplement qu'on manque d'ambition pour ces sujets. Maintenant, il reste la question de comment sélectionner les meilleures associations ou les meilleures interventions pour avancer sur ce sujet. Et donc là, un outil qui est très utile, c'est le sujet du coût-efficacité, qui est en fait un outil de comparaison, où par exemple, on peut chercher le nombre de tonnes de CO2 qu'on peut éviter pour une certaine somme d'argent. Sachant qu'il y a des définitions qui varient énormément. Il y en a qui sont beaucoup plus rigoureuses. Il y en a, c'est géré par le lobbying de l'aviation, etc. Et on peut se douter un petit peu plus des méthodes de calcul. Et ça peut même servir des fois à des fins purement de greenwashing. Et il y a aussi la question de quel point de vue on prend. Par exemple, c'est pas pareil si on prend le point de vue d'un État, d'un investisseur, ou même d'une organisation qui peut faire des leviers sur des sujets hautement efficaces. Et c'est aussi important de prendre en compte le contrefactuel réel. Qu'est-ce qui serait passé si on n'était pas intervenu? Parce qu'il y a des méthodes qui sont pas très sérieuses là-dessus, qui permettent d'avoir des chiffres rocambolesques qui ne sont pas basés sur les preuves. Et aussi, faut accepter qu'il y a une part d'incertitude et qu'on cherche les meilleures données disponibles. Et une organisation qui elle, est reconnue pour son sérieux, c'est l'organisation principale au monde qui fait des évaluations sur les interventions les plus efficaces sur les sujets climatiques. Il s'agit de Giving Green. Ils cherchent, dans un premier temps, à identifier quelles sont les stratégies les plus prometteuses. Dans quel secteur il y a l'air d'avoir les meilleures avancées possibles. Et pour ça, ils regardent quelle est l'ampleur du problème, quel est le potentiel d'amélioration et quel est le besoin en financement actuel sur le sujet. Parce qu'il y a certains sujets qui sont très prometteurs, comme des sujets de recherche, qui sont déjà très investis par certains acteurs et des fonds supplémentaires ont peu de chances d'aider. Et ensuite, il faut un processus de recherche en 5 étapes jusqu'à identifier les stratégies les plus efficaces et les associations qui peuvent le mettre en œuvre de la meilleure des façons. En 2024, les stratégies à fort impact qui avaient été identifiées, c'était le sujet des protéines alternatives, de l'aviation, du transport maritime, de l'industrie lourde et de l'énergie géothermique profonde. Et voici les associations qu'ils avaient identifiées comme les plus efficaces pour s'attaquer à ces sujets. Nous, on n'a aucune raison de mettre en avant Giving Green, si ce n'est qu'ils ont les meilleures méthodes disponibles pour évaluer cela. Et d'ailleurs, Giving Green n'a pas d'intérêt particulier à choisir ces associations, si ce n'est qu'eux-mêmes pensent que c'est une manière d'avoir un impact fort. Mieux donné, on est une plateforme indépendante qui oriente les dons vers les associations les plus efficaces. Tout ce qu'on propose, vu qu'il y a des personnes qui soutiennent notre mission, on a la chance de pouvoir le faire gratuitement. On a à la fois un site de vulgarisation de connaissances scientifiques, une plateforme de dons qui permet de directement donner aux associations les plus efficaces, et on propose aussi du conseil en donation pour les personnes ou les entreprises qui sont intéressées. L'écologie est un sujet majeur, il y a des enjeux, mais pour ça, il faut utiliser les meilleures ressources qui sont à notre disposition, et pour ça, ça se base à la fois sur les méthodes et aussi sur notre volonté d'avoir un impact fort, et on peut considérer les dons comme un de nos leviers d'impact très fort. Sur ce, je vous remercie et je laisse la parole à Marlène. Bon, merci beaucoup pour ces premiers mots, en effet. Donc, Tom, Corentin et Romain. Voilà. Alors, donc, moi, je travaille pour Future Clean Tech Architects. Voilà, on est un think tank sur le climat et l'innovation. Et on a été recommandé par Giving Green ces dernières années. Alors, moi, je suis en particulier responsable des politiques européennes pour l'organisation. On est on va dire, entre 10 et 15 personnes dans l'organisation, majoritairement des ingénieurs. Et moi, je suis basée à Bruxelles, voilà, vraiment auprès des institutions européennes. Et donc, je voulais vous parler de l'importance du plaidoyer pour la décarbonisation industrielle. Et je vais prendre un zoom sur un cas récent où on considère qu'on a eu un impact fort sur la réglementation et les politiques européennes.
Voilà, alors qui nous sommes, et donc c'est assez important aussi de le dire puisqu'on est sur des secteurs industriels. Voilà, nous on est sans but lucratif, on est indépendant et on est toutes nos analyses sont vraiment basées sur la science. Et l'indépendance est très importante aussi dans ce secteur-là. Voilà, je tiens particulièrement à le souligner. Ce qu'on fait, c'est on combine en fait la recherche et le développement, l'expertise technique et la science et le plaidoyer. Et donc, on essaie d'avoir des actions vraiment, on va dire, très focalisées, chirurgicales, là où on peut vraiment faire une différence. S'il y a déjà beaucoup d'organisations, d'ONG ou autres associations qui sont actives sur le sujet, peut-être qu'on peut ne pas apporter de valeur ajoutée et dans ces cas-là, on n'y va pas. On n'est pas non plus assez nombreux pour le faire, on a beaucoup de demandes et donc on peut pas se le permettre. Voilà, on est focalisé alors sur 5 secteurs qu'on dit difficiles à décarboner. La construction, donc ciment, acier, sur les systèmes énergétiques et notamment sur les énergies renouvelables mais qui sont intermittentes, donc aussi trouver d'autres solutions et notamment pour l'industrie qui par exemple produit 24 heures sur 24. Un autre secteur, donc c'est l'aviation et le transport maritime, sachant que l'aviation, c'est 1% des gens finalement dans le monde qui voyagent. Voilà, la chaleur industrielle, et je vais revenir dessus. Et puis l'hydrogène, on pensait pas travailler dessus en fait, à vrai dire, mais on a eu beaucoup de demandes sur une analyse un peu neutre et scientifique sur quel est l'apport de l'hydrogène en Europe notamment. Voilà, alors ce qu'on fait, c'est des analyses de secteurs et on identifie voilà, quelles solutions technologiques existent sur le papier ou dans les laboratoires et devraient être mises à l'échelle, par exemple, pour décarboner les industries. On fait des fiches techniques, voilà, j'en ai à disposition d'ailleurs si vous voulez voir un peu des exemples, et des rapports techniques où on va en profondeur sur les solutions de technologie propre qui peuvent aider à accélérer la décarbonisation dans ces différents secteurs. Et ce qui est intéressant aussi et qui marche plutôt pas mal, on va dire, en termes de plaidoyer, c'est on organise, alors bon, c'est un peu cliché, mais on organise des Coffee and Clean Tech, où en fait c'est une façon de sensibiliser les décideurs politiques européens sur les questions de l'industrie et des solutions technologiques qui existent pour décarboner ces industries et pourquoi il est temps d'accélérer l'action et la réglementation européenne dans ces domaines-là. Et donc, c'est vraiment des petits formats où ils peuvent poser toutes leurs questions et nous, on essaie d'y répondre d'une façon scientifique. Et voilà. Et on a de plus en plus de demandes, finalement, que ce soit des différentes institutions européennes pour faire ces schémas-là, pour mieux comprendre quels sont les enjeux et les solutions dans chaque secteur. Voilà, alors pourquoi l'industrie donc et pourquoi ces ces aussi on a essayé alors très grossièrement on va dire de voir quelle est l'intensité des politiques pour ces différents secteurs et on voit que l'industrie est négligée finalement par rapport à ces émissions au niveau mondial. Donc voilà, on pense vraiment qu'il y a des actions à mener dans ces différents secteurs. Donc le côté négligé est vraiment très important pour nous. Voilà, l'autre grande question, c'est est-ce qu'on dispose déjà de toutes les technologies nécessaires pour décarboner ces industries lourdes? Voilà, alors je sais pas, bon, pour faire la technique de la main, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous invite aussi à lever la main. Et d'après vous, d'ici 2050, quelle fraction des réductions d'émissions repose sur des technologies qui ne sont pas encore commercialisées? Alors 5%, 35%, 50%, alors j'allais dire 70%, mais 70%. Voilà, on n'en a plus beaucoup, mais voilà, la réponse, c'est selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est 35% des innovations qui sont pas encore mises à l'échelle, qui sont pas commercialisées et qui pourtant peuvent avoir du potentiel. Elles peuvent être coincées dans les laboratoires, mais pas du tout encore développées et utilisées dans les différents secteurs. Voilà, là pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, je vais vous montrer un exemple de plaidoyer qu'on a eu dernièrement
et qui pour nous a un impact fort en termes de politique européenne. Donc je zoome sur une enchère. Alors comme ça, c'est peut-être pas très engageant ou sexy, on va dire, mais c'est très important. Voilà, pourquoi la génération de chaleur et pourquoi on a voulu s'attaquer à la chaleur industrielle. Ça représente 50% de la consommation énergétique au niveau mondial. Cette production en fait de chaleur génère 25% des émissions au niveau mondial. Et pourtant, on n'en entend pas parler dans les discours publics ou dans les discours politiques. Donc, c'est comment porter l'attention sur des problématiques qui sont ignorées ou négligées. Et alors pour vous expliquer un petit peu, donc il y a différentes applications pour la chaleur. Il y a des plus basses températures où là les technologies sont assez évidentes, on va dire aller jusqu'à 200 degrés. Les pompes à chaleur, peuvent vraiment aider. Au-dessus, par exemple pour le ciment, on atteint ou l'acier, on peut atteindre vraiment des températures à 1500 degrés, 1450 degrés, et ça c'est des grosses températures où les solutions sont beaucoup plus limitées. Mais pour autant, elles existent. Et du coup, comment les promouvoir et comment les rendre aussi, comment faire que la courbe d'apprentissage permette de baisser les coûts aussi de ces technologies-là et les intégrer après dans les secteurs industriels. Donc on a mené en gros un travail de plaidoyer depuis 1 an et demi. C'est souvent sur un temps long, très technique, très focalisé sur comment décarboner les hautes températures de la chaleur industrielle. Donc c'est encore assez niche. On a organisé plusieurs événements, on a fait des rencontres bilatérales, plusieurs actions sur 1 an et demi. Et aujourd'hui, en fait, ça nous permet de voir que la Commission a décidé de lancer, donc la Commission européenne a décidé de lancer une enchère sur l'électrification et sur le stockage de l'énergie thermique dans le cadre de la décarbonisation de la chaleur industrielle. Et donc pour nous, c'est vraiment un résultat d'1 année et demie de plaidoyer sur un sujet qui était négligé jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, donc c'est un budget d'1 milliard d'euros. Porté sur l'électrification et non pas sur l'hydrogène ou la biomasse, par exemple. Donc, c'est vraiment pour innover et permettre à l'industrie de passer à l'électrification dans ses processus. Donc c'est en cours, mais ça va être lancé à la fin de l'année. Et donc, alors mes collègues qui eux font les modèles d'estimation un peu de tonnes de CO2 évitées, on dit que une telle enchère, si tous les projets qui sont sélectionnés avec 1 milliard d'euros passent au gaz naturel, on pourrait estimer que 20 millions de tonnes de CO2 peuvent être évitées grâce à cette enchère-là. C'était juste pour vous expliquer un peu un cas très concret de plaidoyer et vous dire comment l'importance de ce plaidoyer pour un secteur qui était peut-être négligé et qui maintenant va devenir une politique européenne. Voilà. Merci. Je remercie nos 3 conférenciers, conférencières. Je passe maintenant aux questions. Donc, la première que je vois, c'est une question un peu de clarification à l'adresse de Romain. Est-il plus efficace de manger végétalien ou se passer de voiture SUV? Le graphe de Romain semble contredire celui du rapport Faire sa part de carbone 4. Ok, donc merci de la question. On peut rentrer un peu plus dans les détails techniques, je pense, Corentin comme moi. Mais en fait, ça dépend de où a été fait l'étude. Par exemple, les chiffres que je mets en avant sont notamment aux US où beaucoup plus de personnes ont un SUV. Et aussi, c'est ce que disait, on mène nos chiffres sur l'avion étaient différents. Et ce que disait Corentin qui parlait d'une moyenne ou de le cadre d'un avion, parce que par exemple, tous les gens qui ne prennent pas un avion ne peuvent pas réduire leur moyenne de 1,5 tonnes s'ils ne prennent pas l'avion. Et en fait, c'est une moyenne lissée. Donc, c'est des chiffres qui sont différents mais cohérents parce que c'est des méthodologies de calcul qui sont différentes. Mais par contre, à titre personnel, si vous êtes si vous mangez de la viande régulièrement et que vous prenez et que vous conduisez un SUV et que vous passez d'un SUV, le SUV aura un petit peu plus d'impact que le végétalien. Mais on n'est pas tous à conduire des SUV dans la salle, ce qui fait que très souvent, passer un régime végétalien est la chose la plus impactante qu'on peut faire sur le climat à l'échelle individuelle.
Et aussi, je me souviens pas, Romain, mais il me semble que sur le rapport de carbone 4, ça concerne que pour les petits trajets, le remplacement de la voiture. Est-ce que ce ton graphe, c'était Euh, pour tous les trajets? oui, C'est que les petits trajets aussi. de mémoire, il couvrait des choses qui étaient peut-être... non, il me semble que c'était covoiturage sur tous les trajets, je crois, de mémoire. Mais voilà, ils excluaient certaines choses de leur description. Par exemple, ils excluaient l'achat d'une voiture électrique ou le fait de passer, changer son système de chaleur, parce que comme c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, ils estimaient que ce n'était pas réaliste de demander à tous les Français de faire ça dans leur méthodologie. Mais la conclusion de l'étude restait quand même la même, c'est-à-dire que la majorité du potentiel d'impact qu'on peut avoir va dépendre d'actions collectives. Et d'après eux, les actions individuelles étaient plutôt de l'ordre de 1/3 si vraiment tout le monde était motivé pour faire beaucoup de choses. Ce qui n'est pas exactement tout à fait réaliste, mais ça fait quand même une portion non négligeable. Seconde question, pour qui voudrait apprendre, à quel point la promotion de l'action individuelle détourne-t-elle l'attention de l'impact des grandes organisations fossil fuels et en diminue-t-elle l'efficacité? Je vais tenter de répondre à cette question, mais qui n'est pas facile, notamment parce qu'il peut y avoir différentes motivations derrière l'action. Des fois, c'est des valeurs déontologiques, on a envie de montrer un exemple fort, et des fois, c'est pour avoir le plus d'impact possible, sachant que la combinaison des deux est très souvent possible. Il y a un phénomène qui existe qui s'appelle la licence morale, qui fait que quand on fait des actions qui sont bonnes, qu'importe leur taille, on a moins tendance à en faire d'autres. Ce qui fait que à la fois l'attention médiatique coûte, mais aussi tous les fois où on fait des efforts pour des petits gestes, mais concrètement, ça nous prend de l'énergie sur des gestes potentiellement plus grands ou sur des changements plus forts. Il y a même des questions aussi sur tout ce sujet de l'empreinte carbone n'avait pas été une manière de détourner notre énergie de changements plus systémiques organisés par des lobbying. Et donc je pense qu'en effet, la surmédiatisation de l'échelle individuelle, ça ne nous parle pas des grands enjeux de comment changer nos sociétés et ça ne nous donne pas forcément les moyens de faire les changements qu'on pourrait faire si on prenait le point de vue collectif. Prochaine question que je vais peut-être plutôt adresser à Marlène. Est-ce que l'électrification dans les industries européennes pose d'autres risques? Par exemple, les batteries au plomb sont exportées dans les pays à faible revenu. Les batteries au plomb qui seraient exportées dans les pays à faible revenu. Avec la conférence qu'on a vue ce matin, enfin, de l'après-midi sur les risques du plomb pour la santé. Oui, merci beaucoup. Alors, sur l'électrification et sur ces questions-là, par exemple, sur les batteries, si on prend les batteries, c'est effectivement évaluer pendant tout le cycle de vie quel va être l'impact de certaines technologies, de l'extraction jusqu'au recyclage, jusqu'à l'utilisation, le recyclage, le transport, etc. Voilà. Et en fait, c'est l'impact de ces technologies-là est moins fort quand même que de rester dépendant des énergies fossiles, par exemple. Donc, c'est aussi voilà, regarder l'efficacité et l'impact coût-efficacité aussi de certaines mesures. Et quel est le plus efficace? C'est le moins de pertes aussi énergétiques, c'est de passer à l'électrique. Voilà. Et alors là, je peux prendre par exemple, je ne sais pas, une industrie de l'acier ou des industries lourdes comme ça, où en fait, pour atteindre des températures très élevées, comme on a vu, 1500 degrés, 1400 degrés, etc., pour l'instant, il n'y a que le gaz naturel qui permet d'atteindre des températures si élevées avec des attributs scientifiques qui sont nécessaires pour l'acier. Et donc, la seule alternative pour le moment, c'est l'électrification avec des solutions de stockage de l'énergie thermique. Donc, c'est trouver des alternatives qui vont diminuer les émissions de CO2. Voilà. Pour les gens qui n'auraient pas utilisé Slido, je propose de prendre une ou deux questions dans la salle. Est-ce que des gens veulent poser une question dans la salle? Sinon, on reste chez le Slido. Oui, madame. Sinon, je pense que vous entendez d'ici. Je répéterai si besoin. Donc, la question, c'est
si jamais les pouvoirs publics prélevaient plus de revenus dans le modèle un peu ce que fait mieux donner et l'appliquer à des organisations comme FCA, aux autres propositions, est-ce que ça pourrait bien fonctionner? Et est-ce qu'il y a des synergies qui existent? C'est ça la question? Ok. Je vais commencer sur quelque chose qui est, on regarde les euros à la marge maintenant. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui on soutient des organisations hautement efficaces comme FCA, on s'attend à un impact climatique très fort. Mais par contre, si demain on leur donne 150 millions d'euros, en fait, ils seront incapables d'utiliser ces 150 millions d'euros de manière aussi efficace que le prochain million d'euros. Par contre, là, ils ont actuellement besoin de financement, dont des euros supplémentaires maintenant peuvent être capables de s'attaquer à une prochaine mesure qui est quasiment aussi efficace que celle qu'ils ont actuellement. Donc ça, c'est ce que est le manque de financement actuel qui est pris en compte. Et donc la réponse, c'est que si tout le monde faisait ça, ça serait marginalement moins efficace. Par contre, on aurait clairement suffisamment de revenus pour prendre des étapes majeures là-dessus. Il y a aussi le fait que de dire dans une salle, ah, si tout le monde le fait, qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Mais par contre, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour le sujet? Et en fait, il y a aussi la question de l'étal. Je ne sais pas, c'était la question, mais je pense en effet que si tout le monde utilisait les mêmes méthodes et principes de priorisation que Future Clean Tech Architect, je pense en effet qu'à l'échelle des gouvernements, on s'attaquerait beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement à ce sujet. J'ai une nouvelle question pour Marlène. Que dit Future Clean Tech Architect sur l'hydrogène? Parce que du coup, vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez travaillé sur l'hydrogène récemment. C'est quoi un peu les conclusions? C'est bien, c'est pas bien? Merci beaucoup. Alors, nous, peut-être quand même rapidement pour compléter la question précédente, parce que donc, nous, l'important, c'est vraiment cette indépendance. On voit que le lobbying des industries ou des entreprises est très fort. Les ONG, les associations sont moins présentes dans le lobbying européen. Et donc, c'est important de garder cette indépendance pour pouvoir faire des études neutres et non influencées par le secteur privé. Après, augmenter la part de recherche du secteur privé dans les solutions de technologie propre, ça, c'est quelque chose d'intéressant, en fait, parce qu'on manque de recherche privée en Europe. Autant aux États-Unis, il y a beaucoup plus de recherche privée. En Europe, on en manque. Donc voilà, donc ça serait peut-être plutôt dédié cet argent-là à de la recherche pure et dure, plutôt que des organisations comme nous, où nous, on cherche aussi à influencer la réglementation, etc. Donc on ne veut pas être influencé, on va dire, par ce secteur privé qui pourrait y avoir des intérêts. Sur l'hydrogène, donc nous, on est sur la priorisation des secteurs. Prioritisation des secteurs, priorisation. Voilà, c'est-à-dire que pour faire de l'hydrogène, on a besoin d'une quantité d'électricité renouvelable gigantesque. Disons que toute la production d'électricité, d'énergie renouvelable aujourd'hui devrait aller à la production d'hydrogène pour répondre à tous les besoins. Donc voilà, donc nous, notre objectif, c'est vraiment pour faire de l'hydrogène vert, le concentrer sur les secteurs qui utilisent de l'hydrogène actuellement, tels que la pétrochimie, les fertilisants, voilà, ces industries-là, plutôt que sur le carburant pour les voitures, où l'efficacité a été prouvée que l'électrique est beaucoup plus efficace que l'hydrogène, qui a beaucoup de pertes tout au long de sa production. Voilà, donc nous on est pour une prioritisation et c'est ce qu'on défend aussi auprès des institutions européennes. La Commission a pour l'instant mis des objectifs de production et d'importation de l'hydrogène qui sont, alors je vais le dire parce qu'on est entre nous, mais un petit peu démentiels, on va dire, ou disproportionnés. Voilà. Et là, en fait, la Commission revient sur ces objectifs-là et est beaucoup plus réaliste. Donc, voilà, c'est là où ça devient intéressant quand aussi on peut avoir une influence et parler scientifiquement sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et l'hydrogène, il faut savoir que ça se transporte très mal. Physiquement, en fait, l'hydrogène n'aime pas être transporté. Et donc, les importations ne pourront être que limitées. Voilà. Je propose de prendre encore deux questions. Une que je vais adresser à
Corentin, mais n'hésite pas à passer à quelqu'un d'autre si tu préfères. Si j'ai 10 000 euros pour limiter le changement climatique ou son impact, est-il mieux de donner aux ONG ou d'investir dans des projets de décarbonation profitables? Oui, très bonne question. Et personnellement, je pense que c'est un peu une histoire de ciblage et qu'il y a plus de chances d'avoir de l'impact en donnant à des associations particulièrement efficaces que à des projets directs. Pour notamment une raison simple, c'est que souvent les organisations qui sont recommandées vont avoir tendance à réussir à obtenir des financements publics pour des technologies et des nouveaux projets qui peuvent être nouveaux. Donc voilà, c'est le cas par exemple de Good Food Institute. Et donc si avec ces 10 000 euros, ils arrivent à débloquer au niveau de, mettons, l'Union européenne, des financements beaucoup plus importants pour une transition, eh bien, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et voilà, il y a beaucoup d'autres éléments dans l'équation, mais je trouve que généralement, les organisations sont plus ciblées sur ce qu'ils peuvent obtenir en termes de résultats finaux, alors que les projets économiques, à valeur économique, souvent, s'ils sont déjà rentables, ils ont déjà tendance à être sélectionnés par les investisseurs, dans beaucoup de cas, sauf s'ils sont un peu dans la vallée de la mort où ils ne sont pas encore très rentables. Et là, 10 000 euros, ce n'est pas ce qui va énormément changer des choses. On regarde les panneaux solaires, par exemple, il a fallu près de 50 ans pour qu'ils deviennent compétitivement économiques, voire moins chers que le charbon. Donc voilà, c'est des gros financeurs qui sont capables de faire un peu ce genre de transition. Et les acteurs associatifs, je pense, peuvent être bien placés pour pointer la valeur de ça et faire en sorte que les États, par exemple, puissent investir dedans. Okay. Dernière question. Ah, pas le temps. Oh. Ok, bon, désolé, du coup, il n'y a pas de temps pour la dernière question. Mais n'hésitez pas à retrouver des intervenantes et intervenantes à la sortie. Et merci pour votre attention. Bonne journée.